comme je commence déjà à être un peu, tout petit peu fatigué, je vais essayer de simplifier mon propos, mais d'ailleurs, ce sera un peu mon introduction. Je dirais que le défaut peut-être, parce que c'est un livre plein de qualités, le défaut peut-être, c'est qu'il a trop d'enjeux. C'est-à-dire, tu mets en pile d'assiettes énormément de questions. Et je dirais que c'est peut-être par ce biais qui pêche un peu contre l'enjeu lui-même, tu vois. D'ailleurs, tu vois, comme on discute là ensemble, et tout d'un coup, tous les enjeux presque de la psychanalyse dans sa totalité sont ouverts. Je ne suis pas certain que que ça te serve au fond. Alors que tu amènes déjà des questions suffisamment denses et complexes pour être tranquillement épinglées, discutées. Alors, ça, c'est une question de méthode. Moi, souvent, dans les journées d'études où on va, au bout d'un temps, je me fatigue parce qu'on perd le fil très vite du rapport entre théorie et pratique analytique, et puis on est perdu. On rêve, effectivement. Donc ça, c'est une question générale. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin qu'on révolutionne la psychanalyse, ou en tout cas pas par un seul ouvrage. Il faut faire attention. À côté de ça, il y a des choses excellentes. Alors c'est plutôt sur celles-là que je vais essayer juste de les souligner, mais plutôt pour les mettre en question, en laissant de côté, à mon avis, c'est dommage, l'histoire de la transmission, transformation. Enfin, on comprend intellectuellement ce que tu veux dire, mais comme nous sommes camarades et amis depuis 15 ans à Villévrard, hein, et que nous avons encore une transmission, nous, très classique, qui est celle de la dite présentation de malades, on est tous les deux auprès des personnels soignants, des infirmiers, des psychologues, des médecins. Je veux dire, notre fierté, c'est un minimum de transmettre et non pas de transformer la psychiatrie, ce qui reste encore de la psychiatrie clinique qui existe, et de son rapport à la psychanalyse. On reste dans le vœu de Freud et de Lacan, là, et de bien d'autres de l'école anglaise, c'est tout bête. Si nous ne le faisons plus, j'ai peur que la neuropsychanalyse, là, comme tu dis, nous remplace très vite. Donc c'est mieux qu'on reste à transmettre quand même si c'est... Bon, je referme la parenthèse. Le premier point, là, vous l'avez évoqué, c'est l'enjeu de... Moi, j'étais très content de trouver, non pas une vignette clinique, mais quasiment une petite monographie. Comment t'appelles ça, hein? C'est ça, on a appelé ça une monographie dans le temps. Pourquoi j'étais content? Mais parce que on ne trouve plus. Je veux dire, les jeunes collègues s'en plaignent et le savent. Quand quelqu'un cherche aujourd'hui à savoir comment les psychanalystes racontent des récits de cas et travaillent, c'est très difficile à trouver. Il n'y a plus de monographie ordonnée, évidemment. Alors, il y a énormément de petites vignettes de ci, de là, des petits trucs. Mais les monographies ordonnées n'existent quasiment pas pour des motifs soit théoriques, soit de peur, de police sur Google, ceci, cela. Ce qui fait qu'on s'en aperçoit sans arrêt quand on a la charge justement de formation des jeunes collègues, soit de vous retourner au cas princeps en permanence, hein, c'est-à-dire même dans nos associations, inlassablement, c'est Freud, les 5... Bon, alors, on réétudie sans cesse les mêmes, alors, enfin pourquoi pas, vous allez me dire. Ou bien les grands cas formidables de l'école anglaise, évidemment. Et puis si un jeune vous demande, mais vous, quand même 100 ans plus tard, vous n'avez pas... Non. Alors ça étonne la jeunesse de dire, mais enfin quand même, une jeune science comme ça, elle n'a pas pu... Alors je dirais que je pense, et malgré le diktat de Lacan sur la carte forcée de la clinique, il a fait tous ces aphorismes, mais Lacan faisait la présentation de malades à côté de soi. Enfin, Marcel Tchermak, qui nous a formés tous les deux, nous le raconte. Donc il n'y a pas que le séminaire de Lacan, bien entendu, il y a son séminaire. Mais il allait à l'hôpital. Toutes les semaines, il revenait même souvent le samedi rediscuter avec le personnel, y compris les infirmiers, des effets qu'avait eu la présentation. C'était donc un clinicien pratique, Lacan. C'était pas qu'un théoricien de séminaire. Donc ça on ne le sait plus, on n'arrive pas à le savoir parce que nous manquons d'échanges. Et alors, toi, tu parlais du Japon, mais les uns les autres, je pense que vous allez aussi voyager à l'étranger. Je sais, quand on voyage à l'étranger, combien les collègues partout
nous demandent de travailler sur des cas de clinique suffisamment exposés. Hein, moi, quand j'étais au Brésil, en Équateur, au Chili, au Maroc même, et les collègues nous disent, enfin, très bien, prenons ensemble, faisons un séminaire, ensemble, prenons à l'ancienne un cas suffisamment exposé pour qu'on débatte. C'est donc partout que se fait nécessité. Et probablement, là, tu ouvres je pense qu'il ouvre une vraie question. Est-ce que nous pourrons tranquillement, quelles que soient les écoles, les groupes, les associations, nous remettre à échanger sur de la clinique, évidemment suffisamment tenue, hein, quand même, pas juste 3-4 mots de vignettes là, qui font preuve de rien. Donc ça, je les remercie, c'est formidable. Il y a le second point, bon, mais vous en avez beaucoup parlé, je vais aller vite, qui est que tu te tiens, et c'est plutôt une critique que je me fais à rebours, un peu dans le champ lacanien, c'est que tu travailles avec une clinique du transfert, hein, au sens complet. Bon, enfin, je laisse de côté transfert contre transfert. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de travaux maintenant qui sont des études, en quelque sorte, structuralistes dures. C'est vrai beaucoup dans le champ lacanien, c'est-à-dire on voit des études quasiment mathématisées dures, où les notions là, de transfert, d'intervention du praticien là, dans la cure sont quasiment absentes. On ne sait rien, sauf à avoir les mêmes collègues en supervision éventuellement. Bon, mais sinon, on ne peut même pas savoir quel est le rapport entre ce travail et l'interprétation analytique. Donc toi, tu restes effectivement, pour des raisons de formation, totalement immergé dans les notions de transfert. Et la capacité donc de parler d'un cas tout en y étant représenté, ça me paraît l'éthique de la psychanalyse logique à défendre. Ça me paraît très important parce qu'il y a des dérives aujourd'hui de scientifisation, je dirais, de la psychanalyse qui sont belles comme objet. Mais là, les dimensions de pratique et du praticable, on ne sait plus rien. Troisième point, alors là, moi, c'est plutôt pour vous interroger en retour. Hein. Moi, sur le rapprochement qui est très spécial à Pierre-Henry entre Bion et Lacan, hein, puisque tu dis... bon. Moi, je suis arrivé il y a 15 ans, un peu par hasard, en pédopsychiatrie, ayant fait tout mon cursus plutôt en psychiatrie de l'adulte. Mais quand vous êtes, là, vous le savez bien les uns les autres, quand vous êtes dans des services de pédopsychiatrie, partout, mais les collègues à l'intérieur des services... Ils sont lacaniens, winnicottiens, kleiniens, bioniens, freudiens. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun service de pédopsychiatrie où les références des différentes écoles ne sont pas présentifiées en même temps. Et alors, ils veulent dire quoi? C'est pas qu'ils font des mélanges et des éclectismes. Ça veut dire que suivant tel enfant, le biais d'exposition et de travail va être par exemple le holding winnicottien, pour tel autre l'identification projective de Klein, pour tel autre cette fameuse grille de Bion, pour tel autre ils prendront des références directement lacaniennes, et pour tel autre ils reviendront à la question du fantasme et de l'identification chez Freud. Alors, qu'est-ce que nous faisons de ça? Puisque c'est comme ça, c'est le réel des services, et partout c'est comme ça. Ça, je vous mets au défi de me dire qu'il existe un service proprement lacanien, proprement bio... Ça n'existe pas, c'est du baratin. Et les collègues ne font pas de mélange. Suivant l'enfant, ils vont suivre telle ou telle entrée de la clinique. Donc ça, il faut le dire, il faut le raconter, il faut en parler, ce qui donne d'ailleurs, à mon avis, la chance à la pédopsychiatrie d'être au fond un peu une psychanalyse un peu ouverte, un peu moins dogmatique souvent dans ses fondements et ses réticences à échanger entre écoles. Je vais vite. Et l'enjeu général, alors moi je partage, mais on n'est pas obligé de partager ce vœu évidemment, puisque pour des raisons autres, ça fait plusieurs années que je suis également dans l'idée de décrire ce qu'on pourrait appeler les névroses post-freudiennes. C'est-à-dire il y a quand même dans la psychanalyse certains qui travaillent aujourd'hui sur l'idée qu'il y a les névroses freudiennes de transfert, et puis il faudrait quand même décrire avec tranquillité les modifications qu'on voit quand même évidemment dans nos consultations en cabinet privé ou en institution, qu'on pourrait appeler névrose entre guillemets post-freudienne. Bon, c'est un signifiant transitoire, peu importe.
Et là, donc, Pierre-Henry ouvre la question. Il dit, j'ai l'impression d'avoir toute la phénoménologie de l'obsessionnel et en même temps, je m'arrête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça nous arrive souvent, pas simplement pour l'obsession. Hein. Je veux dire, là, vous savez comme moi quand même que ce qu'on appelle les phobies aujourd'hui, c'est assez éloigné de la question du petit Hans. Je veux dire, l'inclusion, enfin, la virtualisation du réel est telle aujourd'hui chez la jeunesse, enfin, dans la jeunesse, qu'on a des phobies extensives en pagaille, où la lecture par le petit Hans, évidemment, ne va pas vous donner les clés de grand-chose. Et alors encore plus pour l'hystérie, parce que l'écriture sur le corps aujourd'hui, en guise de... Bon, vous savez, hein, on ne va pas aller loin. Donc je veux dire, là, il y a un enjeu, à mon avis, mais je comprends qu'il ne soit pas forcément partagé immédiatement. Mais il y a quand même un enjeu de lecture du moment où on en est, du symptôme, tout simplement, du refoulement, de la sexualité, toute une série de choses à générique. Et je dirais que Pierre-Henry nous dit il se peut que l'axe d'une névrose se trouve changé. Moi, je partage. Ça ne sous-entend pas que son âme, son rapport à la sexualité soit absolument changé. Et donc, voilà, il y a quelque chose là où donc tu dis la honte, pas la... Bon, il y a des mots effectivement très nuancés, très fins, qui méritent là tout à fait. Bon, moi, je partage absolument cette inspiration. Si nous ne le faisons pas, je crois que ça nous sera reproché. Je veux dire, vous ne pourrez pas... ceux qui feront plus tard l'histoire de la psychanalyse ne comprendront pas que dans les bouleversements que nous vivons aujourd'hui, on en soit resté à Freud, à Vienne, avec névrose, psychose et perversion. À un moment, Freud lui-même pensait le texte et le contexte. On ne peut pas penser autrement, ça ne paraît pas possible. Mais bon, c'est en cours, c'est délicat, il faut le faire de manière nuancée. C'est aussi, on ne peut pas faire la révolution, là. Il faut que ça soit nuancé, prudent, à tâtons, et surtout que ça fasse dispute, et qu'ensuite on voit si ça passe collectivement, ou bien si ça passe pas. Si ça passe pas la rampe, eh ben non. Mais peut-être ça peut passer la rampe, on verra. Il y a maintenant si vous me permettez, encore un mot, Pierre-Henri. Il y a deux mots là que je partagerai. Alors, deux petites réserves là, que Laurence Kahn a amenées, effectivement, moi, sans prendre les mêmes termes, mais qui m'ont paru intéressants, c'est comment dire ça, c'est quand la rêverie, effectivement, à un moment, quand tu exposes dans ton livre, on a l'idée qu'éventuellement la rêverie devient construction, tu vois, au sens... et Laurence Kahn disait, mais alors on est un peu gêné, parce que du coup, c'est plus l'interprétation stochastique, aléatoire, littérale qui prévaut, mais une forme de construction, une néo-construction. Bon, alors tu vas me dire, bah, c'est un choix technique, pourquoi pas. Mais on n'est pas obligé là de partager. C'est vrai que moi, inspiré par le Lacan de la littéralité, j'irai pas aussi loin dans des mécanismes constructifs. Ça me paraît trop. Il y a quelque chose qui est trop surchargé là, sur lequel tu devrais nous éclairer, ou bien peut-être dire pourquoi tu reprends des tels échafaudages. Et donc le bion sans grille, effectivement, ça me paraît un risque. Je vois pas trop vers quoi ça irait, c'est-à-dire une intuition. C'est pourquoi, là, peut-être je me séparerai de toi. Moi, je ne sais pas ce que ce serait qu'une intuition, qu'une logique intuitionniste totalement séparée des structures formelles. Honnêtement, je ne sais pas. Et comme aujourd'hui, d'ailleurs, même dans le champ lacanien, on voit des collègues qui prennent le dernier Lacan, comme ils disent, enfin, comme s'il y en avait un premier, un tiers, bon. Et donc qui font de la topologie sans plus aucune référence aux structures cliniques classiques. Bon, enfin, pourquoi pas, en voie de recherche. Mais est-ce qu'ils veulent dire qu'il y aurait là une néo-psychanalyse totalement affranchie des structures cliniques? Honnêtement, je n'y crois pas non plus. Ça me paraît, enfin, pour ma part, totalement aberrant. Donc je dirais que là où j'en suis, hein, j'ai le respect de ce que tu fais, l'intuitionnisme sans son afférence dialectique à la question d'une forme de structuralisme, hein, qui est le structuralisme en psychanalyse, qui n'est pas que Lévi-Strauss. Enfin, je veux dire, il faudrait préciser. Je ne crois pas que ça puisse. Je crois que ce serait un choix aussi risqué. Mais voilà.
En tout cas, donc, plutôt pour souligner, à mon sens, mais ce que vous avez fait, plutôt pour souligner je veux dire, pas tes inventions, mais le fait que tu prennes parti. Il faut raconter de la clinique, il faut raconter de la clinique où le transfert reste absolument lié. Les différentes écoles sont effectivement aujourd'hui, on le sent partout, il y a quelque chose qui les met un peu comme en crabe, hein. Les gens se voient, se côtoient, discutent à nouveau. Bon, ça me paraît nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une salade de tout au hasard, c'est autre chose. Et puis après, tes propositions théorico-cliniques qui peut-être, je te dis ça au départ, peut-être tu n'as pas besoin de tout révolutionner à partir de l'enjeu premier. Si déjà les premiers points étaient acquis, ce serait à mon avis formidable. Voilà.